Je vais passer la parole à un banquier, Monsieur Ismaël Doueri, qui est le directeur général délégué chez Al Wafa Bank. Mon concitoyen, avant de devenir banquier, a commencé sa vie active pratiquement dans les startups avant que ce terme ne soit suffisamment connu en Afrique et même un peu dans le monde. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde de l'entreprise, le monde des startups. La parole est à vous, Monsieur Ismaël Doueri. Merci beaucoup, Monsieur Zainabi, et merci d'avoir relevé un point que peu de gens relèvent en général quand ils parlent de mon CV, à savoir que j'ai créé une entreprise qui existe encore, donc j'en suis très fier, et qui me permet aussi de contrer un autre mythe, c'est que les banques et les petites entreprises, les très petites entreprises, et en particulier les startups, sont souvent dans des relations conflictuelles. En réalité, c'est souvent parce qu'elles ne se comprennent pas, elles ne se connaissent pas, et souvent parce que les hommes n'ont pas franchi, n'ont pas vécu des deux côtés de la barrière. Donc, cette expérience me permet de porter la voix, disons, du client assez haut dans les décisions. Mais dans tous les cas, avec ou sans moi et avec ou sans cette double expérience, il faut vraiment être conscient que le système bancaire est un maillon fondamental dans la transmission des politiques publiques. En réalité, ce que nous sommes, c'est un service public délégué au secteur privé, puisque nous sommes finalement le bras agissant des banques centrales en matière de politique monétaire et donc d'allocation de ressources. Et dans ce cadre, je pense qu'il est essentiel de comprendre les interdépendances. Ce n'est pas les États seuls, ce ne sont pas les banques centrales seules, ce ne sont pas les établissements financiers seuls qui vont aider à gérer cette crise. Et pour moi, avant de plonger sur des exemples concrets et immédiats, et peut-être qu'on aura le temps de le faire, et comme on est au début de la discussion, il me semblait important de situer un petit peu le problème dans ces dimensions interdépendantes. Donc, on a, première chose, vraiment une interdépendance complète entre le sanitaire, le social et l'économique dans cette crise, et tout n'est pas terminé, voire même parfois n'a pas encore commencé. On a une interdépendance fondamentale entre le très local et le global, puisqu'on a des flux financiers, par exemple, qui viennent d'Europe ou d'Amérique et qui sont essentiels pour les équilibres macroéconomiques de nos pays. Mais ça passe ensuite par le régional, par le national. Chaque décision qui est prise, elle a des répercussions énormes sur les trois sujets que j'ai cités tout à l'heure. On a cette interdépendance entre le secteur public, le secteur privé, l'associatif est un maillon fondamental qu'on oublie parfois, mais dans la gestion de cette crise. On a au niveau de l'entreprise des interdépendances très très fortes avec les clients et les fournisseurs, parce que maintenant qu'on va redémarrer, est-ce que mon fournisseur est déjà là? Est-ce qu'il a un stock à me vendre? Inversement, est-ce que mon client est toujours là? Est-ce qu'il a toujours envie d'acheter mes produits? Est-ce qu'il n'a pas changé ses priorités? Mais on a aussi des interdépendances fondamentales avec les actionnaires et avec les fournisseurs de dette. En général, c'est les banques dans nos pays, mais ça peut être les marchés pour certaines grandes entreprises qui se financent déjà sur les marchés financiers. On a ces frontières un peu artificielles qu'on a créées entre les TPE, les PME, la grande entreprise, voire même le secteur informel, qui disparaissent de plus en plus à cause de cette interdépendance. On a des interdépendances fondamentales entre, d'un côté, le fisc et de l'autre côté, le contribuable, parce qu'aujourd'hui, on va devoir creuser les déficits. Ça a été dit hier, j'ai vu un peu l'intervention de M. Zinsou, et c'est nécessaire, il n'y a pas le choix. Il faut injecter des fonds colossaux, j'y viendrai, et ça, seuls les États sont capables de le faire, et donc les contribuables doivent être là demain pour payer leurs impôts, pour pouvoir réduire progressivement ces déficits. Il y a une interdépendance aussi fondamentale qu'on oublie parfois entre la situation pré-Covid et la situation post-Covid. Les mots que nous avions avant la crise ont été révélés et deviennent encore plus forts maintenant. Donc, il est fondamental dans toute recherche de solutions de regarder aussi
les choses qui étaient là et qui ne sont pas nées avec le Covid. Elles ont été simplement cristallisées ou amplifiées. Ensuite, deuxième idée que je voudrais pousser, c'est reconnaître l'ampleur de la crise. Je suis, avec tout le respect que je dois à tous les économistes, à toutes les autorités qui publient des estimations, moi personnellement, et je ne suis pas de nature pessimiste, je pense que c'est sous-estimé. Parce que vraiment, je fais un calcul naïf, d'accord? Je prends une feuille Excel et je fais un calcul naïf d'une économie qui croît à 5% par an, je l'étale sur les 12 mois et je fais un choc sur 3 mois. Si je fais un choc de 30% sur les 3 mois, 30% d'activité en moins, franchement, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup d'économies. Et en réalité, il y a certains secteurs qui ont été impactés de 80%. Donc, si je fais ce choc de 30% sur 3 mois dans une économie qui croît à 5%, je suis déjà dans une récession de 3%. Je fais le même choc à 80% pendant 3 mois, je suis dans une récession de 15%. D'accord ? Franchement, ça m'étonnerait qu'on s'en sorte à beaucoup mieux que moins 3 ou moins 5% dans la plupart des pays cette année. On attendra de voir. Et franchement, moi, je ne suis pas un analyste ni un devin, mais je fais des petits calculs arithmétiques vraiment simples. Et donc, l'idée, c'est est-ce que on va être capable de traiter tout ça avec nos moyens? Et l'idée, c'est que, évidemment, non. On a besoin, quand on regarde les économies qui n'ont aucune contrainte, c'est-à-dire celles que le reste du monde finance, elles ont toutes injecté à peu près 10% du PIB d'une manière ou d'une autre, sous forme à la fois budgétaire et monétaire, un équivalent de coût pour les économies immédiates de 10% du PIB. Et aujourd'hui, on n'a pas l'épargne domestique dans nos pays pour pouvoir accepter ce choc-là. Donc, il va y avoir des choix douloureux à faire. On n'a pas cette flexibilité ni fiscale ni monétaire. Et il faut à ce moment-là trouver le bon équilibre entre les priorités. D'abord, on a ce sujet du recours au financement extérieur, puisque nous n'avons pas l'épargne disponible aujourd'hui pour financer un tel programme d'aide. Notre épargne suffisait à peine à financer la croissance précédente. Donc, s'il faut injecter, creuser un trou de 10%, on ne l'a pas. Donc, quel type de recours au financement extérieur et avec quels instruments? On a une autre question. C'est comment, une fois qu'on a décidé et qu'on a pu financer tout ça, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Comment on va cibler les entreprises qui en ont besoin? Est-ce que, par exemple, j'ai vu certains analystes utiliser des critères comme la taille de l'entreprise. Donc, on va aider d'abord la très petite entreprise avant la PME ou la grande entreprise. Ou alors, on va toucher les secteurs, on va cibler de manière sectorielle les secteurs les plus touchés, le tourisme, etc. Moi, je dis à cause de cette interdépendance, et je lance l'idée, on verra ce qu'elle deviendra dans le débat, à cause de cette interdépendance extrêmement complexe, pour moi, il faut prendre des critères de ciblage beaucoup plus fondamentaux. C'est les emplois, comment je préserve les emplois, voire même je cherche à en créer de nouveaux. Et ensuite, comment est-ce que je développe l'export, puisque pour pouvoir rembourser ma dette extérieure, je suis obligé de prendre de la dette à l'extérieur pour vraiment aider au redémarrage des économies. Pour pouvoir la rembourser, j'ai besoin d'avoir des exports. Donc, je dois travailler fondamentalement sur l'accélération des exportations, mais aussi sur l'attraction d'investissements extérieurs. Et enfin, il y a d'autres critères qui me semblent importants. D'abord, tous les acquis nationaux. Ça fait 60 ans, grosso modo, que nous sommes indépendants. Et depuis 60 ans, nos économies ont réalisé des choses formidables. Elles ont des acquis fondamentaux avec de grandes entreprises stratégiques, avec une sophistication de l'économie qu'il ne faut surtout pas perdre, simplement sous prétexte que, évidemment, ceux qui sont les plus touchés sont les très petites entreprises. Il ne faut surtout pas perdre nos acquis, en tout cas nos acquis qui sont durables. Ceux qui devaient mourir, qui étaient portés à bout de bras, peut-être c'est au contraire le moment de les lâcher, mais celles qui font que nos nations deviennent de plus en plus des nations développées ou émergentes, eh bien, il faut chercher aussi à les protéger. Il y a aussi les repositionnements stratégiques pour être justement là
où nous attend l'économie mondiale? Quels sont les nouveaux secteurs qui vont voir une croissance forte? Alors ça aussi, c'est une discussion, mais on peut en citer plusieurs. Hein, ça va de l'enseignement aux énergies vertes, en passant par l'industrie pharmaceutique et sanitaire, etc. Bon. Donc pour moi, le ciblage, la priorisation est fondamentale, mais aussi le recours au financement extérieur, pas seulement domestique. Et enfin, la quatrième idée en fait, non, l'avant-dernière idée, j'espère que j'ai encore du temps, la quatrième idée que je voudrais pousser, c'est qu'il faut être conscient que les choix que nous allons faire aujourd'hui vont avoir un impact énorme demain. Parce que l'idée, c'est de reconstruire cette résilience. On a vu comment un simple petit virus était capable de détruire des années de travail pour plus d'1 milliard de personnes. Donc, cette résilience, elle suppose d'abord d'accélérer la collecte et la mobilisation de l'épargne. On a de l'épargne, M. Zinsou l'a dit hier, mais est-ce qu'on est efficace dans la collecte et la mobilisation de cette épargne pour justement la mettre en face des besoins de financement? Il faut accélérer l'intégration régionale. On est trop fragmenté, trop petit individuellement, et on est souvent complémentaires, même entre voisins immédiats. Le meilleur exemple, c'est Maroc-Algérie, évidemment. On a ensuite ce besoin de se positionner durablement à l'export pour pouvoir profiter de ce pool mondial de ressources, mais aussi de consommateurs, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La vraie demande mondiale, elle est pour l'instant pas sur notre continent. Donc, il faut absolument que chaque pays se dise je contribue à l'économie mondiale. Je ne suis pas petit et isolé dans mon continent. Et donc, ensuite, l'autre idée, c'est que cette résilience donc, financière et économique à construire et à renforcer, elle doit être complétée par une résilience sociale et sanitaire. Donc, c'est l'organisation des villes, de l'habitat, c'est l'efficacité des dépenses de santé. C'est ce contrat social qui permet d'accélérer la transformation vers le secteur formel, mais aussi qui va créer la confiance du contribuable. Les gens doivent payer leurs impôts et doivent être contents de payer leurs impôts parce que c'est ça la solidarité. Ensuite, on a le sujet de sécurité alimentaire qui est fondamental. Dans beaucoup de nos pays, certains sont enclavés et ne sont pas autosuffisants en termes alimentaires. On a évidemment le sujet de l'éducation. Donc, ça fait énormément de priorités vers lesquelles qui peuvent servir de moyens de canaliser et de prioriser toutes ces aides. Et je pense que le rôle des banques, en particulier celles qui ont une présence régionale, est fondamental dans la manière d'articuler ces politiques publiques et de les faire arriver sur le terrain. Et cette articulation, donc ça c'est ma dernière idée, cette articulation entre le macro et le micro, elle est vraiment essentielle, elle peut se faire que par un partenariat. Ce partenariat, c'est les États, c'est les régulateurs, c'est les institutions financières, c'est les associations professionnelles, c'est eux qui représentent les clients, les vrais clients, l'économie réelle, elle est là. Et parfois, on ne trouve pas cette issue-là, on ne trouve pas d'interlocuteurs suffisamment, je dirais, structurés pour permettre ce partenariat harmonieux et accepter les choix douloureux qui devront être faits. Alors, dans le secteur formel, c'est beaucoup mieux que dans le secteur informel. On a un certain nombre d'instruments, etc. Et je pourrais y revenir si vous me redonnez Oui, bien sûr, vous pouvez. On y voit plus clair, on a plus de données, on a plus d'intimité avec le secteur formel. Mais ensuite, il faut aussi se dire avec le secteur informel qui est parfois qui est toujours l'écrasante majorité des entreprises, mais qui est parfois même la plus grosse part de l'économie, eh bien, il faut trouver un moyen d'accélérer l'intégration vers le formel pour justement que ces instruments-là lui profitent. Vous m'offrez une belle transition pour notre prochaine intervenante qui justement est spécialiste de l'inclusion du secteur informel par des financements. Vous l'avez bien souligné, il va nous falloir entrer dans l'ère d'un nouveau contrat, d'un nouveau pacte social en Afrique. Et donc, je
passe la parole à une dame d'action, Madame le ministre Mansa Meisso Assi. Elle est la secrétaire d'État près de la présidence de la République togolaise en charge justement de l'inclusion financière et du secteur informel. Merci beaucoup, Monsieur Zainabi. Comme vous l'avez dit, en fait, on parle souvent de secteur informel, mais nous, dans l'opérationnel, nous préférons parler des acteurs de l'économie réelle, puisque cette économie en fait, informelle est la réalité de nos économies africaines à nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre pays, depuis 2008, avait été mis en place la délégation à l'organisation du secteur informel, qui est une délégation présidentielle chargée d'accompagner les acteurs du secteur informel à un peu augmenter leur capacité d'exercice d'activité. Par la suite, en 2014, nous avons mis en place le Fonds national de la finance inclusive, puisque qui dit acteur du secteur informel dit également financement de leur activité. Et c'est vrai que les banques classiques avaient des limites pour pouvoir leur apporter les réponses en matière de financement pour pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Et suite à cela, après le Fonds national de la finance inclusive en 2014, justement, notre pays a sauté le pas et mis en place un secrétariat d'État dédié à l'inclusion financière et au secteur informel. Et nous, en fait, notre rôle depuis, c'est d'accompagner tous ces acteurs de l'économie réelle pour pouvoir trouver les mécanismes adéquats pour accroître leur activité, puisque quand on dit informel, des fois on pense que c'est des activités illicites ou autres, mais il y a deux points dans l'informel. Il y a les activités illicites et il y a les activités licites, mais qui permettent de nourrir des familles qui sont exercées comme toute activité que nous pensons formelle. Donc, après les avoir accompagnés pour un peu structurer leur activité, s'insérer dans le tissu économique, nous les accompagnons également sur le volet inclusion financière pour trouver des financements dédiés et adaptés au fonctionnement de leur activité, qui sont cycliques. Ce qu'on doit noter surtout, c'est que c'est un secteur qui engrange beaucoup de revenus, une grande partie de nos revenus également qui est pourvoyeur de beaucoup d'emplois. À titre d'exemple, en 2018 au Togo, donc, quand on a regardé un peu les très petites et moyennes, enfin les très petites entreprises que nous on a signé les acteurs du secteur informel, ils représentaient à peu près 97% des entreprises existantes en 2018. C'est dire le nombre qu'ils sont et qui sont accompagnés effectivement par nos mécanismes de financement pour pouvoir se développer et créer des emplois. Donc, en 6 ans, donc depuis 2014, que le Fonds national de la finance inclusive existe dans notre pays, c'est plus de 91 milliards de volume d'argent octroyé sous forme de crédit, plus de 1 800 000 personnes accompagnées pour pouvoir générer et des activités et également créer de l'emploi. Et également, à travers ça, nous mettons en place des produits spécifiques pour leur permettre de sauter le cap de la formalisation, puisque c'est des activités, quand ils rentrent dans un circuit formel, comme nous l'entendons en tant qu'économistes, il y a la fiscalité, comme ça avait été dit tout à l'heure. Donc, on se rend compte que c'est des acteurs qui sont prêts à payer et à participer, qui sont contents de contribuer à l'effort fiscal quand ils ont des mécanismes pour pouvoir les accompagner. Donc, ça a permis à notre pays, sur l'année 2018, donc, de se hisser à la première place en termes d'inclusion financière dans notre pays, dans la zone UEMOA, avec l'encours crédit qui a augmenté de 15,6% et l'épargne des microfinances qui a augmenté de 16% sur l'année 2018, selon le dernier rapport de la BCE. Donc, c'est dire que c'est des mécanismes que l'État a mis en place, puisque le Fonds national de la finance inclusive est un fonds qui est soutenu par l'État togolais et qui fait la facilitation de ressources pour les acteurs de la microfinance, puisqu'on sait que ce sont les premiers pourvoyeurs de financement sur les acteurs du secteur informel. Donc, tous les mécanismes qui ont été mis en place par l'État et soutenus par l'État pour faciliter l'accès au financement des SFD a permis directement en fait, de soutenir les acteurs du secteur informel
Et on ne peut pas dire que l'inclusion financière est forcément existante parce qu'elle accompagne le secteur informel, mais c'est surtout parce que les acteurs de l'inclusion financière que sont les SFD sont les premiers pourvoyeurs de ressources et compensent un peu les limites que les acteurs ont avec les financements classiques. C'est une première réponse qu'ils ont. Et on a été un peu plus loin au niveau du système qui a été mis en place au Togo en termes d'inclusion financière. On a trouvé des mécanismes pour un peu réduire les limites classiques qui sont rencontrées par ces acteurs en termes de garantie, puisqu'on a mis en place des mécanismes de garantie pour leur permettre d'avoir accès au niveau des SFD. Et depuis janvier 2020, nous avons accompagné des acteurs du secteur informel également à se formaliser et à sauter le pas, puisque les mêmes mécanismes qu'on avait mis au niveau des SFD pour pouvoir les accompagner, aujourd'hui, certaines banques partenaires, des banques commerciales partenaires nous suivent et leur permettent d'avoir accès à du crédit bancaire, qui peuvent aller aujourd'hui jusqu'à 5 millions de francs CFA pour des entreprises, des acteurs informels qui se sont formalisés et qui ont accès aujourd'hui à des crédits bancaires parce que nous avons fait des partenariats avec des banques et l'État soutient par des mécanismes de garantie ce financement pour leur permettre de s'insérer à la fois dans le tissu financier et dans la bancarisation et à la fois en tant qu'acteur économique, on va dire, classique pour rentrer un peu dans nos indicateurs et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir sauter le pas. En complément de tout ça, l'effort qui a été fait également dans notre pays a permis de réduire le taux de pauvreté, puisque en 2017, nous avons une régression de 1,6 points du taux de pauvreté. Donc, accompagner les personnes vulnérables et issues du secteur informel à accéder à du financement et à aussi sauter le cap de la formalisation, ça a permis effectivement, par un effet ricochet, d'accroître le développement économique du pays indirectement et de réduire la pauvreté. Ce que je voudrais surtout signaler sur la nécessité d'accompagner, parce que je l'entends depuis hier, et je voudrais remercier tous les panélistes qui ont abondé dans ce sens, c'est la nécessité de permettre aux SFD d'avoir accès à des ressources qui leur permettent effectivement de financer le secteur informel, parce que la première cible, on va dire les premières victimes un peu de la crise, c'est les acteurs du secteur informel, mais étonnamment, ce sont des acteurs, comme on l'observe un peu partout en Afrique, qui ont une capacité de résilience, parce qu'aujourd'hui, on a vu des mutations, aussi bien dans leur activité, parce qu'ils ont cette flexibilité d'exercice d'activité qui leur a permis de s'adapter rapidement et de ne pas avoir autant d'impact que les sociétés formelles. Donc aujourd'hui, la plus grosse difficulté, le plus grand défi pour eux, c'est de pouvoir continuer à trouver des ressources disponibles à des conditions favorables pour l'exercice de leur activité auprès des acteurs des SFD. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par la BCEAO et je profite de l'occasion pour remercier le représentant qui est parmi nous. C'est vrai que les banques aujourd'hui commerciales ont commencé dans les dispositions qu'ils ont prises à les accompagner et dans les mesures qui ont été annoncées, des dispositions ont été prises pour leur permettre d'avoir accès au financement. Mais l'occasion est trop belle pour ne pas profiter pour faire un plaidoyer. C'est que malheureusement, les institutions de microfinance, puisqu'il s'agit de trouver des réponses pragmatiques, celles qui sont au plus près des structures et des acteurs du secteur informel sont aussi les plus fragiles. Parce que les grandes, aujourd'hui, ont des fonctionnements qui ressemblent un peu plus au système bancaire avec des règles qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus complexes que les autres. Si on prend par exemple celles qui sont article 44 et celles qui ne sont pas article 44 dans les institutions de microfinance, les règles font que ce sont surtout celles qui ne sont pas article 44 qui accompagnent le plus les acteurs les plus vulnérables et les acteurs qui exercent dans l'informel. Et à ce titre, dans les mesures qui sont préconisées aujourd'hui, ce sont celles qui ont le plus de limites d'accès aux ressources qui sont annoncées et qui vont être les plus impactées en tant qu'acteurs du financement par la crise. Nous, on a regardé un peu dans notre pays, parce que je peux donner que des exemples
qui sont les plus parlantes pour nous. Au Togo, à titre d'exemple, nous avons 76 institutions de microfinance. Sur les 76, nous avons à peine 12 qui sont article 44. Donc, sur les mesures qui sont énoncées aujourd'hui par la BCEAO, nous avons à peine 12 institutions de microfinance dans le pays qui peuvent bénéficier des mécanismes de refinancement qui ont été mis en place. Et les autres, malheureusement, ce sont celles qui accompagnent le plus les acteurs du secteur informel parce que sont beaucoup plus présents dans les zones vulnérables. Et là, il s'agit des toutes petites caisses. Et avec les mesures qui ont été prises concernant les moratoires, les reports d'échéances qui sont tout à fait adaptés pour la cible, elles vont être confrontées à des tensions de trésorerie très rapidement parce que la plupart, en fait, transforment leur épargne en crédit. Et si les réflexions ne sont pas poussées pour pouvoir trouver des mécanismes adaptés pour accompagner davantage ces petites structures SFD qui existent pour la majorité dans nos économies, nous allons nous retrouver à une difficulté parce que les acteurs, par réflexe, s'adaptent et s'adressent à celles qui sont le plus proches et avec des mécanismes beaucoup plus abordables pour elles. Sauf que malheureusement, à ce jour, toutes les mesures qui ont été prises ne permettent pas au plus grand nombre de SFD qui exercent en fait dans notre zone d'avoir accès à ces mesures de refinancement. Et à titre d'exemple, au niveau du fonds de la finance inclusive, rien que pour le mois de mars, nous avons fait des conditions bonifiées justement pour ces petites structures qui ne sont pas article 44, pour leur permettre effectivement de répondre rapidement aux besoins de financement des acteurs du secteur informel. Nous avons été étonnés parce qu'en un mois, nous avons mis en place à peu près 1,5 milliard de financement pour plus de 16 000 acteurs qui en ont fait la demande. Et pour le mois d'avril, nous sommes en train de regarder, mais nous avons le double. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le besoin de financement qui est exprimé par les acteurs du secteur informel, c'est pour renforcer leur capacité de résilience, pour soutenir nos économies malgré la crise et permettre de sauvegarder, comme il a été dit tout à l'heure, les emplois qui vont nous permettre de franchir le cap et de franchir les difficultés qui, en termes d'impact économique, et aussi favoriser la relance, puisque ces acteurs doivent rester toujours en action, puisque lorsque la relance sera faite, ils seront les premiers à franchir le cap et à redémarrer le plus facilement leur activité. Voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport aux besoins de l'inclusion financière et le rôle qu'ils jouent auprès des acteurs du secteur informel. Merci beaucoup. Merci mille fois. Bonjour à tous. Et je dois dire, j'ai trouvé passionnantes toutes les interventions qui viennent d'avoir lieu et ça me suggère beaucoup de mesures concrètes. Rappelez-vous, hier, quand on faisait la conclusion, on disait il y a un maître mot, c'est le premier qu'on doit retenir de cette session, c'est l'agriculture. Et je voudrais dire que le témoignage de Mme Bangoura Damassissé est très important. Franchement, en Afrique subsaharienne, on n'a pas de crédit agricole. On n'a que la microfinance qui soit un peu un palliatif, mais on n'a pas de crédit spécialisé agricole, sauf quelques exceptions. Et c'est quand même un sujet. On a besoin d'avance sur récolte, on a besoin d'assurance associée, assurance sur les récoltes, c'est fondamental pour la sécurité alimentaire, la sécurité sociale des agriculteurs. Puis on a besoin de petits investissements, mais qui concernent l'eau, qui concernent quelques panneaux solaires, qui concernent un peu de matériel et de mécanisation, un peu d'utilisation de la technologie, comme ça a été souligné par Madame Cissé. Et ça demande d'avoir et de développer du crédit agricole, c'est vraiment fondamental. Je crois que ça devrait être une des recommandations. L'agriculture, c'est plus de la moitié du secteur informel, c'est la moitié de la population active. Et franchement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de focalisation là-dessus. Ma deuxième remarque, c'est que je souscris entièrement, je salue d'ailleurs à ce qu'a dit M. Ismail Douiri, sur le fait que le choc est très important. J'ai trouvé, Monsieur le Premier ministre, conseiller spécial du gouverneur, que vous étiez, vous êtes dans votre rôle, et il faut affoler personne, vous étiez optimiste sur le fait que l'UMOA, seul en Afrique, mais l'UMOA serait en croissance positive cette année. Je crois qu'on est quand même devant un choc, et comme l'a dit Ismail, l'interdépendance de tous les secteurs fait que s'il y a un chaînon qui s'effondre, on va avoir des conséquences en chaîne. C'est pour ça que c'est tellement important de soutenir le secteur informel, les PME du secteur formel, de financer les États, parce qu'un maillon de la chaîne qui craque,
Et franchement, à ce moment-là, on va avoir des effets multiplicateurs de crise. Et oui, Monsieur le Premier ministre, c'est important d'avoir apporté tout de suite, très rapidement, dès le 21 mars, et dès que les chefs d'État en ont parlé le 27 avril, tout de suite, le lendemain, une note de la Banque centrale admettant la microfinance au refinancement, qui est un très grand progrès, qui a été souligné par Madame la ministre du Togo. Mais 1172 milliards, le chiffre que vous avez indiqué pour le bon Covid, ça c'est pour les États. 1550 milliards de liquidités supplémentaires, c'est beaucoup, mais notre PIB, c'est quand même 80 000 milliards de francs CFA dans la seule UEMOA. 80 000 milliards de francs CFA, c'est à peu près 130 milliards de dollars. Et donc, pour l'instant, on a mis sur la table en augmentation de liquidité un peu, au fond, quelque chose de plus faible que dans d'autres pays, parce qu'on compte sur du financement extérieur, comme l'a dit Ismaël, mais néanmoins, c'est quand même un peu moins de 2% du PIB de liquidité supplémentaire, là où les pays riches mettent plutôt en facilité de crédit quelque chose qui est plus proche de 10% du PIB. Donc, il faut s'attendre, si le choc est plus fort, à avoir les mêmes mesures, mais à l'échelle. C'est ma deuxième remarque. Il faut être prêt à épouser la conjoncture qui pourrait être un choc un petit peu plus fort si on veut être tant soit peu résilient. Mais je voudrais aussi faire saluer Madame la ministre du secteur informel et de la microfinance. Je pense que tout gouvernement en Afrique devrait, alors que pour aujourd'hui c'est une exception, avoir un ministère qui fait ce qu'elle a appelé le plaidoyer, qui lui a permis de passer des messages là à la Banque centrale, très fort, le plaidoyer pour la microfinance, qui est tellement importante, qui est pour le secteur privé devant les banques. Parce que les banques financent beaucoup les États. Pour le secteur privé, dans notre zone, c'est la source numéro 1 de financement des entreprises. Ça a permis au Togo, le fait qu'on ait des garanties sur la microfinance, de faire que le Togo est dans l'UEMOA le pays qui a le niveau de crédit intérieur le plus élevé. Or, vous vous rappelez, hier, on a beaucoup insisté sur nos économies sont sous-financées. Nous avons dans l'UEMOA des gens qui ont presque 50% de crédit intérieur par rapport à la richesse nationale, et nous en avons qui ont 20% de crédit intérieur. Et je vous rappelle, le Maroc, c'est 110%. Les Pays-Bas, c'est plus de 200%. On est sous-financé et on l'est moins au Togo grâce au mécanisme de garantie. Et c'est sur ce mot que je voudrais finir, parce que le président de la CIF, que je salue parce que c'est remarquable d'enracinement dans le terrain, a parlé du rôle de la CIF pour garantir les institutions de microfinance. Le mot garantie à la sortie du Covid, il est fondamental, et même tout de suite. Si vous voulez, on ne tire pas la liquidité pour le secteur privé qui a été mis en place par nos banques centrales. Les banques ne peuvent pas le tirer. Les institutions de microfinance, ça a été dit par Madame la ministre, ne peuvent pas les tirer. Pourquoi? Parce qu'on a très peu de systèmes de garantie des PME. Ça, c'est très important. Regardez les prêts au Maroc. Les prêts qui sont faits aujourd'hui au secteur privé et aux ménages sont garantis à 95% par l'État. Ils le sont à 90% en France, ils le sont à 100% en Allemagne. Nous n'avons pas encore, et il faut vraiment mettre ça d'urgence en place dans nos pays avec des fonds d'État de garantie. Ça a un effet de levier très important. Si on ne donne pas de garantie aux banques et si on ne garantit pas les suppléments qu'on attend de la microfinance pour être à l'échelle de la crise, on ne pourra pas utiliser la liquidité que donnent les banques centrales, on ne pourra pas passer à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, les banques sont très largement concentrées sur les problèmes de leur portefeuille pour les crédits déjà échus et qui ne sont pas remboursés. Et c'est pareil, le recouvrement est très difficile pour la microfinance en ce moment. Donc, si on veut qu'il ne soit pas en attrition, on n'est pas un crédit crunch, comme on dit, c'est-à-dire une contraction du crédit, alors qu'on a besoin probablement d'une expansion de 50% du crédit, il faut absolument l'équivalent de ce qu'ont mis en place certains des pays africains. Et là encore, il faut s'inspirer de leçons africaines. En Afrique, on a quelques mécanismes de garantie, mais franchement, c'est la minorité des pays qui ont en place ces deux systèmes, et pour le système bancaire et pour le système de la microfinance. Je passe maintenant la parole à Madame Azaratou Sondou, qui est la présidente de la Fédération des associations professionnelles des sociétés de financement du développement dans la région de l'UEMOA.
La parole est à vous, qui êtes, comme le reste des intervenants, très proches du terrain, pour nous donner un éclairage sur non seulement les contraintes auxquelles vous êtes confrontés tous les jours, mais aussi des pistes de solutions par ces temps très difficiles induits par la crise de la Covid-19. La parole est à vous, Madame Sondou. Merci, cher modérateur. Bonjour à tous les panélistes. Merci au ministre Rekia qui a bien voulu organiser cette plateforme qui nous réunit aujourd'hui. Et j'ai suivi avec grand intérêt tous ceux qui m'ont précédé. Et je suis Madame Sondo Nenia Azaratou, la présidente de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés de l'UEMOA, qui a été créée en octobre 1996 et qui regroupe 8 associations professionnelles dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et l'objectif de cette association, c'est de défendre les intérêts de ses membres et aussi faire la promotion des systèmes financiers décentralisés. En fin juin 2019, en termes de chiffres ressortis au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, nous étions à 507 structures de microfinance avec plus de 4800 points d'accès aux services de ces systèmes financiers décentralisés répartis sur l'ensemble du territoire de l'UEMOA, avec plus de 15 millions de bénéficiaires touchés et 1440 milliards d'épargne collectée et 1430 milliards de crédits octroyés. Et nous sommes véritablement les représentants de cette économie réelle dont nous parlons parce que ceux-là qui viennent à nous, c'est surtout les gens du secteur informel que nous accompagnons et qui, au finish, arrivent à s'en sortir. Et au moment où les choses allaient bien, je dirais, avant la crise, les activités, je dirais, prospéraient puisque au début des années 72 ou même 69, où les premières initiatives ont vu le jour en Afrique de l'Ouest, où les activités des systèmes financiers décentralisés étaient, je dirais, à l'étape embryonnaire. De nos jours, on compte, comme le ministre de l'Inclusion financière du Togo ressortait tantôt, on compte beaucoup de structures qui sont maintenant passées à des tailles assez élevées, qui sont dans le giron de l'article 44 de la loi. Mais on en trouve aussi qui sont toujours au stade de départ. Et au moment où la crise est survenue, on s'est retrouvé face à un dilemme parce que les personnes les plus vulnérables, même en situation normale, ce sont ces mêmes populations qui sont touchées à cette période de la pandémie. Et en termes de chiffres, je dirais que c'est au moins 20% de ces populations-là que les SFD touchent sur le plan de l'octroi des crédits ou sur le plan de la collecte, la mobilisation de l'épargne. C'est vrai que ce n'est pas facile. Au niveau de la Fédération des associations professionnelles, nous avons très vite fait de créer un cadre de concertation à l'image du cadre de concertation des États de l'Union pour pouvoir échanger et partager nos difficultés et voir quelle est l'orientation que nous allons donner à nos démarches auprès de la Banque centrale, qui est notre structure de contrôle et de supervision, et auprès aussi de nos ministres de tutelle pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour nous accompagner. Et Monsieur Soglouno ressortait tantôt le fait que quand on parle de la crise de Covid,
dans le secteur de la microfinance, nous voyons très vite et tout de suite les bénéficiaires finaux, c'est vrai. Mais l'intermédiaire entre les bénéficiaires finaux et les États, c'est aussi les systèmes financiers décentralisés. Parmi ces intermédiaires, nous en avons aussi qui courent le risque de la faillite si les dispositions prises ne prennent pas en compte leurs préoccupations. Et je salue ici la promptitude avec laquelle la Banque centrale a réagi en faisant sortir des orientations par rapport à ce qui devrait être fait. Et justement pour les bénéficiaires finaux, le report, par exemple, des échéances. Ce report d'échéances au niveau des bénéficiaires finaux a une répercussion sur les systèmes financiers décentralisés dont, pour le moment, on se demande comment est-ce que nous allons pouvoir travailler à atténuer ces conséquences. Par exemple, les reports sur 3 ou sur 6 mois sans intérêt, sans pénalité. Pendant ce temps, les systèmes financiers décentralisés ont des charges à supporter. Les charges fixes liées au personnel, les charges fixes liées même à la gestion de la COVID-19 au sein de leur structure, puisqu'il faut protéger aussi bien les employés que les bénéficiaires qui viennent faire les opérations. Et tout ce manque à gagner, comment est-ce que nous allons pouvoir les combler? Je pense que ce webinaire, pour moi, en tant que présidente de la Fédération des associations professionnelles, est un cadre pour pouvoir, en tout cas, plaider en faveur de nos membres pour qu'au niveau des structures de supervision, on analyse plus en profondeur ces mesures qui sont prises, qui certainement permettront d'alléger un tant soit peu les difficultés que rencontrent les bénéficiaires finaux, mais qui plongent les systèmes financiers décentralisés dans une situation, je dirais, peu reluisante. Et au-delà de cet aspect, avec la crise du Covid, ce que nous avons perçu, c'est que dans toujours les actions qui ont été entreprises au niveau de la Banque centrale, il y a la promotion de la finance digitale, les paiements à travers les plateformes. Mais il se trouve qu'au niveau des SFD, la plupart des SFD sont dans le milieu rural, très loin, là où on n'a pas d'infrastructure de télécom capable de permettre le développement de ces produits, je dirais, numériques. Si bien qu'à ce niveau aussi, il y a quelque chose à faire pour les systèmes financiers décentralisés. Et nous, notre première recommandation va à nos États, de travailler à vraiment développer les infrastructures de télécom pour permettre aux systèmes financiers décentralisés qui constituent quand même des acteurs importants du tissu social, de bien s'en sortir et de toujours se maintenir sur le marché. Au-delà de cette recommandation, au niveau de la Banque centrale, c'est vrai que le report d'échéance a été retenu, mais au-delà du report d'échéance, il faut aussi prévoir des refinancements pour les systèmes financiers décentralisés. C'est vrai que le dispositif est là. Même pour les SFD article 44, ce n'est pas évident qu'elles puissent profiter de cette disposition parce qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir accéder à ces refinancements. Alors qu'on est dans un contexte où ça devrait être un refinancement à des conditions vraiment, je dirais, spéciales. Sur le plan de l'allègement des critères de choix, sur le plan de l'allègement des intérêts, et ça reste toujours, de mon point de vue, à être amélioré. Au-delà des questions de refinancement, il y a à mettre en place un fonds de garantie pour permettre aux SFD
d'assurer, de poursuivre le financement de ces bénéficiaires finaux qui sont aussi dans des difficultés. Déjà que c'est des bénéficiaires qui n'ont pas de garantie matérielle, c'est des mécanismes que nous avons mis en place pour pouvoir les accompagner. Là, on est dans une situation difficile où ces mécanismes n'ont plus de valeur. Nous interpellons en tout cas nos États et aussi la Banque centrale au besoin, tout partenaire financier qui peut vraiment aider à la mise en place de fonds de garantie qui permettent aux SFD de continuer le financement des bénéficiaires finaux pour qu'on puisse sortir de cette période de crise. Et à moyen et long terme, je dirais, il faudrait qu'on aille à une réflexion sur la mise en place d'une réglementation sur les sûretés et les garanties que les SFD peuvent demander aux bénéficiaires finaux. Parce que ce n'est pas la même cible que les clients des banques. Je vais donner la parole sans tarder, et je m'excuse de l'avoir fait longuement attendre, à M. Éric Écué. Et j'ai fait exprès, en fait, de vous donner la parole en dernier, parce que vous avez bien vu qu'énormément de préoccupations, de questions sont dirigées vers le système financier, mais aussi vers le système de la microfinance, dont vous êtes un grand spécialiste. Vous êtes ancien secrétaire général de la commission bancaire de l'UMOA et président justement de la finance de l'Afrique de l'Ouest, FINAO. Je pense qu'en intervenant en dernier, je vais peut-être laisser de côté la présentation que j'avais moi le point d'intervention et répondre directement à votre première question qui est comment lever les barrières en termes de garantie. Je pense que en voulant chercher à tout prix en fait, la solution sur les garanties, on s'éloigne du fondement du financement de la mise en place d'un crédit. Un crédit, d'abord, c'est d'abord une connaissance du client et une connaissance de son activité. Et je pense que les institutions de microfinance ont eu à le faire de façon correcte jusqu'à présent, en tenant compte de la réalité du milieu où ils intervenaient. Si nous avons des taux de remboursement de l'ordre de 94-95% sur ce secteur, sans avoir utilisé les garanties formelles qui sont exigées dans le secteur bancaire et qui, soi-disant en passant, ne sont pas toujours efficaces, je pense que les banquiers reconnaîtront avec nous, parce que toutes les hypothèques prises aujourd'hui, lorsqu'il faut les réaliser, c'est tout un problème, et en plus, on perd de l'argent là-dessus. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de garantie à prendre, mais le système de la microfinance a fonctionné avec des mécanismes de connaissance du client et de proximité qui ont fait en sorte qu'il a sécurisé en partie son portefeuille. Et donc, la garantie, il en faut, mais il faut qu'elle soit adaptée au contexte. Et je mettrai en premier, d'avoir lieu, la bonne connaissance du client et de son activité. Ouais. Maintenant, pour aborder, je pense, les questions qui ont été posées, parce que j'ai vu beaucoup d'interventions tout à l'heure, nous sommes toujours dans le Covid, pour venir au sujet d'aujourd'hui. Beaucoup de solutions ont été proposées et on semble se mettre beaucoup dans la perspective de post-Covid. Aujourd'hui, nous sommes dans le Covid et il y a des besoins urgents à régler. Et parmi ces problèmes à régler, est-ce que vous me suivez? Oh, oui, oui. On veut suivre attentivement. Parmi les problèmes à régler aujourd'hui, le problème immédiat, c'est les personnes de l'économie réelle et de leur appareil productif qu'il faut sauver. Beaucoup de solutions ont été proposées tout de suite, mais quand on parle de chercher un fonds de garantie, nous sommes dans le post-Covid parce qu'immédiatement aujourd'hui, quand nous regardons nos économies, il y a l'agriculture qu'il faut financer. Les campagnes agricoles démarrent en général au mois de juin. Les agriculteurs aujourd'hui n'ont pas encore recouvré tous les fonds de la campagne précédente. Ils doivent démarrer avec des intrants début juin ou plus tard. C'est-à-dire fin mai, début mai, les intrants doivent être mis en place. Si on ne finance pas l'agriculture, vous voyez déjà toutes les conséquences sur nos économies. Donc, dans le Covid aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Je pense qu'aujourd'hui, les institutions financières doivent aussi ne pas se focaliser sur le remboursement. Je sais que c'est une priorité pour la viabilité, mais aujourd'hui, si nous n'avons plus de secteur productif, l'institution financière n'existera pas demain. Et donc, en termes de solidarité, je pense qu'il y a d'efforts à faire
tout le monde doit contribuer et je pense qu'il y a des signaux qui ont été donnés. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller sur le financement. Nous sommes dans le Covid. L'urgence, c'est de financer ceux qui sont dans la détresse ou bien ceux qui sont en difficulté, dont l'activité a été perturbée, même s'il y a des projets. On peut demander à la Banque centrale et aux autorités monétaires de revoir, en termes de mesures concrètes, la période peut-être où on va consolider ces prêts, peut-être de lisser le remboursement. Ils avaient prévu peut-être un report d'échéance de 3 mois. Mais le report d'échéance doit être accompagné, à mon avis, d'un financement. Parce que si vous faites le report sans accompagnement de financement, l'acteur ne peut pas se remettre en termes de production pour pouvoir rembourser plus tard. Et pour pouvoir lui permettre de rembourser, je pense qu'il faudrait aussi lisser la période de remboursement, ne pas la limiter sur 6 mois, peut-être. Il faudrait avoir une période plus longue, peut-être 12 mois, peut-être 24 mois, selon les activités. Parce que si on prend un agriculteur aujourd'hui, il a loupé sa campagne l'année dernière qui s'est mal passée. S'il veut se refaire, si je peux m'exprimer comme ça, il faut attendre qu'il refasse la campagne suivante. Et pendant ce temps-là, il faudrait peut-être lui laisser le temps de se refaire, donc lui laisser le temps de se reconstituer. Alors, sur les besoins immédiats, je pense que c'est peut-être ce qu'il faut faire. En tenant compte de ce qu'il faut, où est-ce que nous devons aller aujourd'hui, nous devons tenir compte aussi des imperfections du système. Si on veut penser post-Covid, les imperfections du système aujourd'hui, la Banque centrale fait un effort, elle met des milliards à 2,5. Les institutions, les banques qui doivent refinancer les institutions de microfinance financent très peu les institutions de microfinance. Lorsque nous regardons les statistiques, c'est à peine 18% des emplois des banques et ressources qui proviennent des banques. L'intermédiation bancaire coûte cher puisque les taux de sortie et puis les taux de sortie des institutions de microfinance coûtent cher aux bénéficiaires de l'économie réelle. C'est des choses sur lesquelles nous devons réfléchir pour que nous puissions baisser les taux et arriver, à mon avis, à ce que nous appelons un financement adéquat de l'économie. Aujourd'hui, les acteurs sont sous-financés. Mais dans le sous-financement, il y a aussi peut-être le coût du financement que mettent en place et les mécanismes de réaction. Donc voilà un peu les éléments que moi je verrais dans cette phase de Covid, puisque nous ne sommes pas encore sortis de là, nous n'avons pas encore appréhendé l'ampleur du mécanisme. Nous appréhendons certains aspects, mais l'aspect global et comment s'en sortir, je pense qu'il faudra nécessairement agir d'abord et puis essayer de voir. Parce que si nous devons penser qu'il y a une solution de sortie du post-Covid, je pense que beaucoup d'acteurs de la sous-région perdront leurs activités, le chômage va augmenter. Donc, concentrons-nous sur cela, demandons aux institutions financières peut-être d'accompagner les acteurs du secteur réel. Et après, maintenant, on verra les mécanismes qui pourront se sécuriser dans la deuxième phase, donc dans les réflexions à venir. Et dans tout cela, moi, je pense que pour aller vite, il est important que des instances comme celles que nous avons actuellement puissent poursuivre la réflexion. Poursuivre la réflexion justement pour mieux connaître nos économies, parce qu'aujourd'hui, la leçon principale que moi je retiens de tout cela, c'est que nous devons reconnaître humblement que nous ne connaissons pas notre économie réelle. La Banque centrale épouse la conjoncture. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Elle fait régulièrement des projections économiques en prenant appui sur une analyse par scénario et elle les met à jour régulièrement en fonction des informations effectives. Alors, moi, je ne rentre pas dans le catastrophisme. On a vu des notes qui avaient été faites qui prédisaient un désastre, voire des choses très sombres. Manifestement, pour l'heure en tout cas, elle ne se concrétise pas. Nous avons des scénarios plus optimistes, des scénarios qui le sont moins. Nous mettons à jour de façon régulière en fonction et les informations que j'ai données prennent appui sur un jeu d'hypothèses. La première et la plus forte étant bien sûr que la phase la plus vive, la phase contraire la plus vive sur l'activité économique prenne fin à la fin du mois de juin. Si on va un peu plus loin sur le mois de septembre, alors la vigueur de la reprise aussi sera un élément important et la capacité des États à mobiliser les ressources dont ils ont besoin pour financer la relance. S'il y avait des conditions plus drastiques, effectivement, il peut y avoir récession à la fin de l'année, mais nous préférons y aller de manière progressive plutôt que
de nous lancer dans des projections catastrophistes qui ne nous aident pas beaucoup d'ailleurs. Alors, le deuxième point, c'est la référence. Est-ce que la référence, c'est l'Europe? Alors, tous les intervenants ont évoqué des situations qui sont très, très, très précises. Bien évidemment, pour nous, des niveaux d'intervention de l'ordre de 10% du PIB peuvent être de nature à poser des problèmes. Je l'ai évoqué de façon assez rapide. Si vous émettez une monnaie de réserve, vous pouvez avoir une politique expansionniste. Le monde entier va acheter les titres de dette que vous allez émettre. Si vous êtes un pays préémergent comme certains ou voire des pays très pauvres comme certains des pays qui forment l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il est évident que si vous avez une politique trop expansionniste, à ce moment-là, vous exposez à des sorties de capitaux et vous fragilisez votre taux de change. Certains pays émergents enregistrent déjà ce type de difficultés après avoir mis en œuvre au cours des mois de février, de mars et d'avril, des politiques exagérément expansionnistes. Et compte tenu du fait que certains de nos États ont une signature qui leur permet d'aller sur les marchés internationaux et que nous escomptons bien que prélever de la ressource sur les marchés internationaux pour contribuer au financement de l'activité de relance, bien évidemment, la qualité de la signature doit rester dans la ligne de mire. Et la Banque centrale est soucieuse de cela. Donc, il y a des limites au caractère expansionniste. Ça veut dire quoi également? Ça veut dire aussi que, et cela a été souligné par certains intervenants, que, en vérité, nous ne sommes pas seuls. La Banque centrale ne prend pas en charge l'ensemble, ne porte pas l'ensemble du fardeau. Il y a, je l'avais dit que c'était une action qui est coordonnée, dans laquelle les États ont leur part. Tout simplement, c'est vrai que les SFD, pour revenir à ce sujet précis de l'article 44, les plus grosses, qui sont sous la supervision de la Banque centrale, elles collectent 68% des dépôts du secteur, c'est pas rien, et distribuent 76% des crédits. Ces SFD, elles sont 177 sur, je crois, 508 systèmes financiers décentralisés. Et donc, ça signifie qu'il y a à peu près, faites la différence, un peu plus de 300, qui relèvent en fait de la supervision des États et de l'encadrement des États. Alors, les États ont un rôle à jouer, la Banque centrale a un rôle à jouer et d'autres institutions l'ont également. Quand nous avons discuté des dispositions à prendre pour le secteur de la microfinance, nous avons discuté avec la BOAD, par exemple, qui connaît le secteur et qui intervient. Ceci pour dire que les États ont pris des dispositions. Enfin, j'ai quelques éléments en Côte d'Ivoire, il y a un fonds d'appui au secteur informel qui a été mis en place, qui sera dans le canal de distribution seront les institutions de microfinance, qui doit être constitué à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Au Mali, l'État a mis en place un fonds spécial de 500 milliards, dont 20 milliards pour soutenir les SFD. Au Sénégal, il a été créé par les pouvoirs publics un fonds de résilience de 200 milliards pour les PME et qui comportera aussi une dotation pour le refinancement des SFD. Donc, par contre, pour que les États puissent constituer ces ressources, la Banque centrale intervient. Autrement dit, les États ont des actions de soutien qu'ils sont en train de mettre en place et qui sont tout à fait importantes et qui prendront en charge une partie des préoccupations de la profession. Mais pour qu'ils puissent les mettre en œuvre, la Banque centrale les accompagne et j'imagine qu'une partie des ressources des bons Covid, mais également des ressources mobilisées auprès de partenaires extérieurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'architecture des bons Covid est assez complexe. Mais en complément des 1172,6 milliards qui ont été constitués, les États ont mobilisé plus de 1000 milliards auprès du Fonds monétaire international dans la même période. Donc, ça leur fait quand même, ça porte la somme à 2000 milliards et des ressources additionnelles doivent être mobilisées et nous les accompagnerons autant que de besoin pour prendre en charge les problèmes au fur et à mesure qu'ils s'expriment et non pas en fonction d'une vision. Voilà. Alors, je reviens sur cette idée ces États n'ont pas des ressources qui sont extensibles à l'infini. Les garanties qui sont mises en place, par exemple, pour accompagner les PME, PMI dans leur
dans le financement bancaire au Maroc ou en Europe, de l'ordre de 90 à 95, qui couvre 90 à 95% des encours qui sont constitués. Dans le même temps, dans les États de l'Union, nous sommes en train de discuter d'un mécanisme dans lequel les États nous disent, écoutez, nous avons la capacité de mobiliser des garanties à hauteur de 50%. Donc, quid des 50 autres pourcents? Et qu'est-ce que ça signifie, par exemple, sur le taux de sortie? Qu'est-ce que ça signifie sur l'appétit du système bancaire et sur l'appétit des entreprises elles-mêmes pour prendre en charge un élément de cette nature? Alors, j'ai bien conscience du fait que, encore une fois, les reports d'échéance, ce n'est pas la solution définitive, c'est clair. Au terme de la mise en œuvre, pendant une première phase, on en fera le point. On verra s'il y a lieu de renouveler, de reporter, de prolonger ces reports de 3 mois supplémentaires. La mesure est renouvelable, mais elle vient s'insérer dans un dispositif dans lequel il y a différents acteurs. Et des acteurs de financement direct qui sont en première ligne, ce sont les banques, et des acteurs et les États qui apportent des ressources de garantie, qui apportent des subventions. Il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, par exemple, en matière d'assistance aux populations vulnérables, il y a des appuis alimentaires qui ont été constitués en faveur de plus d'1 million de personnes. En 3 semaines, ça a été quelque chose de tout à fait important. Alors, ces reports d'échéance, comme je l'ai dit, mais de toute façon, alors c'est vrai que nous avons parfois une communication qui n'est pas dans qui est un peu technique, mais il est clair que les implications prudentielles et comptables de ces reports d'échéance seront examinées par la Banque centrale de la manière la plus appropriée, c'est-à-dire de manière favorable. Nous le prendrons en compte. Nous avons mis en place, et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de préoccupations qui étaient exprimées par les participants, nous avons mis en place un dispositif qui fait que s'il y avait une difficulté, si une banque essayait de se dérober à l'exigence de mise en place d'un report d'échéance, il est loisible à l'entreprise en question ou au SFD de venir vers la Banque centrale qui se fera fort en tout cas de faciliter le dialogue et d'analyser la situation de cette institution et de voir dans quelle mesure une réponse favorable peut être apportée. J'ai noté des contributions qui me semblent utiles et sur lesquelles nous allons nous pencher, notamment sur ces sûretés et garanties. Bon, je crois que M. Ekoué, qui est un très bon spécialiste de ces matières et qui est un ancien de la BCEAO, a bien éclairé le sujet, mais il est clair que effectivement cette problématique de garantie, elle est entière, et on va voir avec les États quelles peuvent être les dispositions qui gagneraient à être prises pour ce faire. Alors, j'ai vu qu'il y avait également des préoccupations à propos des exigences d'éducation financière. C'est des éléments de plus long terme. Bon, fort heureusement, l'institution est suffisamment grande pour que tout le monde ne travaille pas sur la même chose. Donc, pendant que les gens sont en train de travailler sur les bons Covid, on a quelques ressources que l'on peut affecter pour réfléchir sur des problématiques de plus long terme et qui continuent de travailler là-dessus. Et nous avons des programmes dans le pipeline, des travaux en cours en matière de promotion de l'éducation financière qui se mettront en place, Covid ou pas Covid d'ailleurs. Voilà un peu les réponses que je voulais apporter. J'ai une préoccupation qui est relativement forte. Il avait été, et c'est M. Djouri, je crois, qui avait évoqué la nécessité de promouvoir, de continuer de promouvoir les exportations. La réarticulation des chaînes de valeur à l'échelle internationale va se faire plutôt dans le sens du développement de chaînes de valeur régionales. Et donc, ça signifie que les opportunités externes qu'il y a que certains pays ont su saisir, l'Éthiopie, la Tanzanie, cette capacité à s'insérer le Maroc, à s'insérer dans les chaînes de valeur internationales, les chaînes de valeur mondiales, il est clair que dans le contexte à venir, on va leur substituer des chaînes de valeur régionales plus sûres. Alors, cette sécurité aura un coût global, mais ça signifie qu'il est urgent pour nous de songer à augmenter la puissance du moteur interne. Donc, il faut impérativement plus d'intégration régionale, il faut plus de réformes structurelles de manière à avoir une dynamique. Et cela, il y a des ministres, il y avait des ministres hier, il y en a encore aujourd'hui, les gouvernements doivent s'atteler à renforcer les politiques dans ce domaine, les réformes structurelles, à les mettre en place
de manière à relever les défis qui se présenteront à nous. Le maintien d'une dynamique de croissance va requérir plus d'intégration régionale et des réformes structurelles approfondies. Et bien évidemment, il faudra mobiliser les ressources intérieures nécessaires pour ce faire. Et à ce moment-là, bon, la Banque centrale jouera le rôle qui est le sien. Mais la Banque centrale ne peut pas tout faire. Elle a un mandat, elle a des missions qui sont spécifiques et elle a des outils qu'elle mobilise. Il est bon de savoir ce qu'elles peuvent apporter. Elles ont apporté beaucoup. Elles ont permis à des États de répondre présent alors qu'ils n'avaient pas la ressource qui leur permettait de le faire. Mais elle met en place des dispositifs qui permettent aux États de continuer de mobiliser des ressources sur le marché financier régional. Mais elle doit être. Les États ont leur partition à jouer et elle est sans doute la première pour ce qui est des secteurs que vous indiquez. C'est la microfinance hors du secteur informel, des choses sur lesquelles nous n'avons pas eu une prise directe. Merci. Merci à vous. Je passe la parole sans transition à M. Ismaël Douiri, sachant que vous faites partie du top management du groupe Tijari Wafa Bank, qui est un groupe bancaire panafricain, et donc vous connaissez parfaitement les réalités africaines. Effectivement, nous sommes basés au Maroc, mais en réalité, aujourd'hui, nous avons une présence régionale importante puisque nous générons plus de 30% de nos revenus à l'extérieur du Maroc, dans nos pays voisins. Donc, ce que je dis n'est vraiment pas avec un tropisme marocain, mais au contraire le résultat d'observations dans différents pays et pas seulement dans la zone UEMOA. Et donc l'idée peut-être que je voulais un petit peu plus développer, c'est cette vision, cette fois-ci bottom-up, c'est-à-dire que la première intervention, nous étions relativement macro en disant il y a des urgences, après on peut évidemment avoir différentes estimations de l'ampleur du choc, et d'ailleurs ce choc-là il est très différent d'un pays à l'autre, il est très différent d'un secteur à l'autre. Mais de toute façon, on est d'accord qu'on n'a pas les moyens de combler complètement ce choc-là et de l'absorber. Et donc, on doit cibler nos actions. Et si on regarde le problème, cette fois-ci, à partir du bas, donc de la réalité vers la théorie, on se rend compte que finalement, on avait déjà des gros problèmes avant la Covid-19. Si on se concentre sur ce qui est au cœur de nos discussions aujourd'hui, à savoir les TPME, eh bien, d'abord, je voudrais finalement détruire un mythe, c'est qu'on accuse les banques commerciales de ne pas s'intéresser aux TPME, d'être là uniquement pour les grandes entreprises, pour les particuliers les plus aisés, etc. Partout où nous nous trouvons, la TPME représente au moins 15% et souvent 20-25% de nos dépôts, les dépôts que nous collectons. Donc, les TPE sont vraiment au cœur de notre clientèle et de nos priorités, surtout que ce sont des marchés à très forte croissance. C'est-à-dire très souvent, le segment TPE au Maroc va croître à 2 chiffres, ce qui est déjà bien pour le Maroc, mais en dehors du Maroc, vont croître à 20%. Donc, c'est vraiment, nous sommes concentrés sur comment faire pour accélérer l'accès de ces TPE au système financier. Alors, ça commence souvent par les dépôts. Pourquoi? Pour les questions qui ont déjà été discutées, cette difficulté d'appréhender le risque, cette complexité finalement d'une entreprise qui est à cheval entre une personne physique et une véritable entreprise, qui est à cheval entre le secteur formel et le secteur informel, dont les comptes ne reflètent pas la réalité de l'exploitation, dont les cadres ne sont pas capables nécessairement toujours d'articuler une vision à long terme qui va sécuriser le banquier, etc. Donc, c'est très, très, très compliqué. Et pourtant, on l'a fait. Pourtant, on se mobilise là-dessus. Donc, typiquement, je vais malheureusement citer un exemple marocain parce que souvent, c'est au Maroc qu'on apprend ce qu'on doit faire parce qu'on est là depuis plus longtemps.
on est plus que centenaire au Maroc, et donc on expérimente souvent au Maroc. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on a à l'époque 750 000 clients TPE, c'était il y a 10 ans, qui font des paiements entre eux. Et on est capable de modéliser leur cash flow simplement par tous les paiements qui transitent chez nous. Et autour de ça, on a monté un modèle statistique. Donc, aujourd'hui, on appelle ça Big Data parce que c'est à la mode. Mais sur des bases statistiques, on décide de prendre un risque non couvert par une garantie. Il n'y a aucune garantie physique autre que la loi des grands nombres statistiques. D'où l'importance de l'information. C'est-à-dire, si je dois dire comment améliorer les choses, comment finalement restaurer ou réparer les dysfonctionnements d'avant Covid, c'est vraiment la transparence. Alors, cette transparence peut venir du reporting des clients, et ça, c'est souvent le fisc et les organismes comptables nationaux qui peuvent aider. Ça peut venir du big data, mais ça, c'est uniquement pour les plus grandes banques qui ont suffisamment de clients qui les utilisent pour les paiements. Mais ça vient surtout, à mon avis, de la mutualisation de l'information. Donc, des projets comme des crédits de bureau, comme des associations professionnelles sectorielles fortes qui partagent de l'information, qui permettent de comprendre les tendances, etc., c'est essentiel si on veut augmenter l'appétence au risque des banques. On a un deuxième grand sujet essentiel, c'est le crédit interentreprise et les délais de paiement. Souvent, les TPE, parce qu'elles sont moins puissantes en termes de négociation, vont être celles qui financent leurs clients souvent plus gros qu'elles. Donc, on va avoir une TPE qui sert une grande entreprise. La grande entreprise, elle la paye non pas à 2 mois comme c'était prévu dans le contrat, mais elle la paye à 6 mois et parfois à 1 an. Et finalement, elle n'a presque aucun recours, elle est obligée. Donc, tous les délais de paiement sont rallongés. Et au Maroc, par exemple, c'est devenu caricatural. Donc, toutes les TPE qui étaient fragilisées par ces délais de paiement très, très longs, malheureusement, au moindre choc, elles vont tomber. Donc, c'est extrêmement important de mettre en place des outils à la fois réglementaires, mais aussi financiers, qui permettent de raccourcir ces délais de paiement et de financer ce compte client. Donc, le factoring, par exemple, tout ce qui est supply chain finance, en général, est essentiel à un redémarrage simple. C'est ça qui met de l'huile dans les mécanismes. On a un autre mal chronique, c'est la capitalisation des entreprises. L'entrepreneur, et c'est humain, hein, il a envie de faire beaucoup avec très peu. Mais au bout d'un moment, son entreprise, elle n'a pas assez de fonds propres. Et donc, très souvent, parfois consciemment ou parfois inconsciemment, l'entrepreneur ne va pas mettre suffisamment de fonds propres et va s'appuyer trop sur le crédit bancaire. Et les banques vont être, disons, beaucoup plus motivées par la concurrence ou l'appât du profit immédiat et vont parfois contribuer à un surendettement de l'entreprise qui la fragilise aussi. Donc, avoir des outils en face de ça qui sont des outils de co-investissement, parce que souvent l'entrepreneur, il aimerait bien peut-être capitaliser, mais il n'a pas les moyens. Ça veut dire, et je l'ai vu dans les commentaires des participants, ça veut dire déjà des écosystèmes de angel investors. Des entrepreneurs qui ont déjà réussi dans un secteur pourraient contribuer par petits tickets, par des clubs, aux côtés de jeunes entrepreneurs dans le même secteur, parce que c'est de l'argent intelligent. Ils vont apporter de la valeur ajoutée, des conseils, des orientations, etc. Mais ça peut être aussi des instruments publics, et notamment dans cette phase un peu cruciale, où il va falloir aider la plupart des entreprises, mais malheureusement pas toutes. Et donc, il va falloir prendre des choix, faire des choix stratégiques, des choix quasiment de développement industriel, en disant l'État, qui est quand même le plus grand collecteur de l'épargne à travers l'impôt, peut aussi décider d'avoir un véhicule de co-investissement aux côtés des entreprises qui ont besoin de recapitalisation, parce que la dette ne peut pas tout résoudre. Il faut des fonds propres aussi. On a un autre problème. Il a été abordé tout à l'heure.
c'est le fonctionnement de la justice et en particulier la rapidité de recouvrement. Donc, on a parlé, je pense que c'est M. Ekoué qui a parlé de la difficulté de réaliser les garanties, de la solidité, de la force des garanties. C'est essentiel si on veut aider le financement. Ce n'est pas pour exploiter l'entrepreneur que la banque demande une garantie, c'est au contraire pour lui dire « j'aimerais bien vous croire, mais en même temps, moi, je gère l'épargne d'autres déposants. Je ne peux pas, moi, prendre un risque inconsidéré. C'est vous, l'entrepreneur. Ben, aidez-moi. » Et donc, il faut quand même derrière que le mécanisme d'appropriation de ces garanties soit rapide, soit transparent, etc. Et enfin, et c'est le sujet, je pense, fondamental, il y a le sujet des compétences. Et ça a été aussi abordé, mais je voudrais l'illustrer par un exemple marocain, mais que nous sommes en train de déployer dans tous nos pays de présence, c'est Dar al-Muqawil. En français, ça veut dire la maison de l'entrepreneur. Ce sont des agences bancaires, donc elles ont un coin où effectivement on fait les opérations bancaires, mais elles ont énormément de salles de réunion et de formation où il y a tous les jours des formations gratuites. Donc on va expliquer à nos clients qui s'inscrivent simplement à l'avance comment va fonctionner, je ne sais pas moi, par exemple, le mécanisme d'investissement et d'amortissement d'un équipement, d'un bien d'équipement durable. Et ensuite, on va évidemment en profiter pour leur expliquer comment financer l'investissement, ou on va leur expliquer comment fonctionnent les marchés publics, et on va leur donner des instruments qui leur permettent de souscrire ou de répondre aux appels d'offres publics. Ou alors, on va leur expliquer comment fonctionne le commerce extérieur, et ensuite, on va l'accompagner avec une présentation des instruments de financement du commerce extérieur. Donc, c'est un modèle qui est coûteux. Au Maroc, on arrive à le faire parce qu'on a 1800 agences sur tout le territoire. Donc, c'est facile de réserver quelques dizaines d'agences uniquement à la formation. Donc, on essaye de trouver le bon modèle et je pense que la crise aussi va nous aider puisque ce modèle-là va être plus digital. Et nous avons déjà un site web dans lequel nous avons des capsules de formation qui sont déjà là gratuitement mises à la disposition, non seulement de nos clients, mais finalement de l'ensemble des TPE. Donc, je pense que nous avons un rôle, nous, institutions financières, dans cette formation. Et comme ça a été dit, c'est un effort de long terme, mais c'est quelque chose qui est très, très payant parce que cette clientèle-là, c'est une clientèle fondamentale. Elle est très importante. Toutes les autres, finalement, à cause de la concurrence, à cause de la réglementation qui maintenant devient de plus en plus serrée en termes de division des risques, etc., ça devient de moins en moins rentable de servir uniquement la grande entreprise. On ne s'en sort pas. Donc, les mécanismes de marché font qu'aujourd'hui, on aimerait bien nous intéresser encore plus aux TPE et c'est très important dans cette phase-là de d'abord réparer ce qui faisait les dysfonctionnements de ce marché, les difficultés d'accès au financement par les très petites entreprises. Je voudrais finir par le secteur informel, parce que jusqu'à maintenant, au fond, je ne parlais que du formel. Ce qu'on appelle une très petite entreprise, c'est au moins une entreprise capable d'ouvrir un compte bancaire. Il faut qu'elle ait une identification quelconque légale. Et alors que l'informel est encore plus vaste. Et celui-là, moi, je pense que, évidemment, l'expérience et l'expertise des associations de microfinance et disons, de leurs équivalents dans toutes les régions est fondamental. Ce qui a été inventé, c'est justement ce mécanisme de substitution par rapport à la politique des risques et à l'évaluation des risques qui est souvent basé sur la connaissance intime, locale, finalement, de l'entrepreneur, de sa famille ou de sa tribu ou de sa ville ou de peu importe, mais chaque association a son approche. Le problème de ces approches, c'est qu'elles ne peuvent pas être mises à l'échelle. Et donc, ça devient une multitude de petites démarches qui rendent un service incroyable, mais qui, pour pouvoir finalement devenir réellement, porter en tout cas les très petites entreprises jusqu'à ce qu'elles deviennent des PME et pourquoi pas des grandes entreprises, ben, elles ont besoin d'une démarche un peu plus méthodique. Et cette démarche, moi, à mon avis, c'est quand même d'encourager l'inclusion vers le secteur formel. Et pour ça, il faut des incentives obligatoires.
Il faut, par exemple, au Maroc, ça a été de baisser le taux d'imposition. À chaque fois que le Maroc a baissé son taux d'imposition, il a augmenté ses recettes. Vous pouvez faire le backtesting. À chaque fois que les taux d'imposition ont baissé, les recettes ont augmenté. Bon, donc, pousser la très petite entreprise à rentrer dans ce circuit. Je pense que cette crise va beaucoup aider. Pourquoi? Parce que les aides étatiques sont allées au secteur formel ou au moins aux personnes qui avaient fait une première démarche. Par exemple, il y a eu les aides directes aux individus au Maroc qui se sont appuyées sur un dispositif d'assurance maladie obligatoire. Donc, nous avions un certain nombre de foyers informels, pratiquement 3 millions de foyers informels qui étaient déjà recensés comme étant dans le secteur informel et parce qu'elles bénéficiaient de cette assurance. Eh bien, l'aide directe est allée vers elles. Du coup, tout le monde maintenant va vouloir s'enregistrer, etc. Il faut construire autour de toutes ces démarches-là un mécanisme d'incentive pour pousser toutes ces entreprises à demander une identification quelconque et à ouvrir un compte bancaire parce que c'est grâce à ce compte bancaire qu'on aura des statistiques, qu'on aura des données qui nous permettront de les financer. D'aller de l'avant. Et enfin, dernier point, le cash. Le cash est l'ennemi de l'information parce qu'il va circuler de main en main sans qu'on sache à quoi il a servi, sans qu'on soit capable d'utiliser les méthodes de calcul modernes, statistiques, pour essayer de comprendre qui gagne quoi. Et donc, l'idée, c'est que souvent, on a cette monnaie électronique qui est née, mais sur laquelle eh bien, les données restent un petit peu propriétaires. C'est-à-dire que c'est celui qui a le wallet qui a les données. Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer, encore une fois, sous l'égide des régulateurs, des moyens de mettre en commun toutes ces informations pour permettre des scores, pour permettre d'apprécier le risque potentiel, de prêter à quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que c'est trop difficile d'accéder à cette personne physiquement, c'est très coûteux de la servir avec un banquier dédié, etc. Par contre, l'information permet d'apprécier le risque de manière statistique. Voilà, j'ai terminé avec… Merci infiniment, Monsieur Douéry. Là encore, vous nous ramenez à cette question primordiale de la mutualisation, indirectement, notamment sur cette question d'information et à la convergence. Est-ce que, Monsieur Lionel Zinsou, vous avez quelques mots à ajouter avant qu'on termine notre panel? Monsieur Lionel Zinsou, si vous nous écoutez, mais très brièvement, s'il vous plaît. Bon, alors très brièvement, je vous dis merci parce que à nouveau, je crois que ça a été extrêmement fécond, qu'on voit bien que nos économies, et on a beaucoup parlé de l'UEMOA, mais c'est vrai d'autres ensembles régionaux en Afrique, s'intègrent mieux, partagent les meilleures pratiques. Donc merci d'avoir mis ça en lumière. D'autre part, vous avez parlé de l'économie vraiment réelle. Et je vous assure qu'on n'avait pas consacré autant de temps à une réflexion panafricaine à ces sujets, à ce niveau-là de compétences, et en regardant, y compris jusque dans les Caraïbes, en Haïti, mais vraiment entre le nord, l'est, le centre, l'ouest, mettre en lumière ce que révèlent les crises, parce que toutes les crises, au fond, accélèrent toutes les tendances. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que on a parlé effectivement de garantie. Il y a des raisons pour lesquelles le Maroc, l'Allemagne, la France, les États-Unis, etc. garantissent. Donc je crois que même si on connaît très bien ses clients, il faut avoir une démarche de garantie. Je crois que ça a été pratiquement consensuel. C'est une mesure d'urgence et ensuite elle sera probablement pérenne. Je voudrais insister sur quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué, mais que peut-être vous évoquerez demain. Les États ont commencé de purger leurs arriérés. Les trésors publics ont des arriérés vis-à-vis des entreprises et ça peut atteindre 2-3% du PIB, ce qui n'est pas très grave, mais il y a des pays où ça dépasse 15% du PIB et le Fonds monétaire a proposé cet usage d'une partie de la facilité rapide mise en place et plusieurs gouvernements sont en train de le faire.
et ont commencé à acquitter. C'est très important parce que vous avez insisté sur le paradoxe et M. Doueiri vient encore d'insister sur le paradoxe. Il est très fréquent que les petites entreprises fassent le crédit des grandes, mais elles font aussi le crédit de l'État. Toutes les entreprises font beaucoup le crédit de l'État. Et ça, c'est une aide directe et une injection qui est en train de se mettre en place pendant que nous parlons. Et ça, c'est un thème qui est quand même important parce que le crédit interentreprise ou les arriérés des trésors publics, c'est quelque chose qu'il faut absolument normaliser, abaisser, et ça donne une bouffée d'air à nos entreprises. Et je crois qu'on pourrait également l'inscrire dans les recommandations pour les pays qui sont un petit peu en retard à cet égard. Enfin, je voudrais saluer tout le monde. Je n'ai pas fait, Monsieur le Premier ministre, de critiques et suggérer qu'il fallait mettre 10% du PIB en liquidité. Simplement, je partage le point de vue de M. Doueiri. Il faut vraiment épouser la conjoncture de très très près. La Banque centrale n'a pas voulu donner une anticipation pessimiste, alors que c'est vrai, les collègues banquiers centraux du monde ont tout de suite dit, avec ce que le ministre des Finances allemand appelle l'effet bazooka, 750 milliards pour la liquidité par la BCE, 300 milliards en France, 400 milliards en Allemagne, 2300 milliards aux États-Unis, etc., de façon à faire un effet de confiance, un effet bazooka, mais ça part d'une situation qui est beaucoup plus dégradée. C'est très clair. La France prévoit dans son budget rectificatif de faire 8% de baisse du PIB. On n'en est pas là, en fait, en Afrique, sauf dans les pays pétroliers, qui sont un cas particulier. Nos frères des pays pétroliers sont vraiment dans une situation extrêmement difficile, mais ce n'est pas le cas majoritaire. Donc, mon problème n'était pas celui-là, c'était juste de dire il y a un vrai risque, donc il y a une vraie urgence, donc c'est quand même bien utile que nous passions quelques heures à en parler entre Africains.